Haru, un lycéen solitaire, est transporté dans un monde médiéval de singes avec ses camarades de classe. Après s'être retrouvé avec les compétences les plus nulles, il utilise son énergie vierge pour les transformer en des compétences dignes de Thanos. Il rêve de vivre comme Sid le paresseux, mais ses camarades s'immiscent constamment dans ses affaires, ne lui laissant aucun répit. Pendant ce temps, Haru passe sa pause en classe seul, lisant des mangas sous son pupitre comme un otaku, tandis que les autres s'amusent. Il ne s'entend avec aucun des groupes de la classe, qu'il s'agisse des futurs délinquants juvéniles, des accros à la protéine de la salle de sport, des méchantes écervelées, des intellos et des carènes de la classe. Quoi qu'il en soit, il essaie de faire une petite sieste quand une lumière magique apparaît dans la salle de classe. Haru se réveille, réalisant qu'il est sur le point d'être transporté dans un autre monde. Cependant, il ne pense pas que cela en vaille la peine et décide de passer son tour. Il essaie de quitter la salle, mais ses bras maigres, comme des spaghettis, sont trop faibles pour ouvrir la porte. Réfléchissant vite, il rampe désespérément dans une bouche d'aération pour s'échapper. Malheureusement pour lui, le cercle lumineux le rattrape et l'isekai quand même. Il se réveille seul dans une pièce blanche, vide, confus. Il souhaite qu'une princesse canon apparaisse de nulle part pour lui expliquer ce qui se passe. Ce souhait ne se réalise pas. Au lieu de cela, un homme fou et sans abri s'approche de lui, faisant des signes étranges comme un toxicomane. D'une manière ou d'une autre, le cerveau vierge de Haru comprend ce qu'il essaie de dire. Apparemment, ses camarades étaient déjà passés par là et avaient choisi leurs compétences avant de partir pour le nouveau monde, le devançant. L'homme ordonne à Haru de choisir rapidement ses compétences, mais malheureusement pour ce ringard, toutes les compétences utiles ont disparu. Haru demande pourquoi il ne lui reste que des compétences de bas niveau, et l'homme explique qu'il avait sous-estimé le nombre d'étudiants invoqués, donc Haru est coincé avec les compétences nulles. Cela énerve Haru, et il secoue le vieil homme pour son incompétence. Malheureusement, l'homme perd patience et déverse toutes les compétences inutiles sur Haru avant de le jeter dehors. Il se réveille seul dans le nouveau monde avec son panier de compétences qui le laisse à la merci de chaque créature qui respire. Haru découvre que son sac magique a un espace infini, rendant ses objets de noob soudainement dignes d'être conservés. Il essaie de vérifier ses stats, mais à ce moment-là, des dés apparaissent dans sa paume. Il les lance, atterrissant dessus. Même si Haru suppose que cela signifie un malus pour ses stats de loser légendaire, il décide quand même de l'attribuer à sa stat de chance. Étonnamment, M signifie max, maximisant instantanément sa chance. Son statut incroyablement faible débloque également des capacités cachées, vraiment utiles, clairement destinées à l'empêcher de devenir instantanément de la pâtée pour monstre. Seul et sans aucune compétence de construction, il décide de se faire un abri. Haru erre dans la forêt sans but avant de réaliser qu'il ne peut pas sentir les monstres. Mais l'armure scénaristique lui sauve la mise quand il trouve des lentilles de contact magique dans son sac. Ces petits bijoux lui permettent de scanner les stats comme un putain de code de triche. Il les utilise pour trouver des champignons comestibles, le genre qui ne vous fera pas halluciner. Contrairement à ce que votre cousin louche vend, il trouve aussi un ruisseau pour remplir sa gourde. Plus tard, il découvre une grotte plus grande que l'espace dans son crâne où son cerveau est censé être. Avec ses tristes instincts de survie, il y entre directement. Il se fait immédiatement écraser comme une merde par des rochers qui tombent, mais se rétablit assez pour explorer la grotte et même la trouve douillette. Douillet, il fait apparaître une tente et une lanterne de son sac comme un noob qui triche. Cette nuit-là, il fait un feu, vérifie ses stats et apprend qu'il est légèrement moins inutile qu'avant et a acquis de nouvelles compétences, tirant enfin son épingle du jeu. Avant de s'endormir, il se plaint de ne pas avoir de petit ami, sachant pertinemment que ses airs de loser font fuir les jolies filles. Haru se réveille satisfait, sachant que son équipement l'a empêché de devenir le dîner chaud d'un monstre. Il prépare un petit déjeuner gastronomique qui n'est que des champignons frits et de la viande séchée récupérée de son sac. Il prend une bouchée et manque d'éclater en larmes de joie. La tambouille était si irréelle qu'il pourrait donner du fil à retordre à Gordon Ramsay. Waouh, ça ressemble à un tas de neige décongelée avec de la merde d'ours par-dessus. Il est super excité par son sac magique qui fait apparaître des poils, des couteaux et des tentes comme une piñata à butin. Avec ce truc, il pourrait lancer une chaîne de survie en pleine nature. Mais soyons réalistes, il est tellement paresseux, il préférerait faire la sieste plutôt que de s'épuiser à monter des séquences comme cet acharné d'Anagi. En parlant de ça, écrasez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous mes chers otaku. Il retourne cueillir des herbes et des champignons quand il entend deux gobelins s'amuser avec la seule cellule cérébrale qu'ils partagent.
Il se cache comme un lâche jusqu'à réaliser qu'ils sont plus petits que ses couilles. Malheureusement, sa seule arme est sa petite brindille. Pour la rendre plus efficace, il l'infuse de sa magie de compression avant de l'utiliser pour frapper les malheureux gobelins, les assommant tous les deux, mais avec plusieurs coups et une explosion de magie. Il se lave ensuite son visage puant et en sueur dans la même rivière où il boit, pour une raison quelconque, avant de terminer sa journée. Quand il rentre chez lui, dans sa caverne d'homme, il remarque avec délice que ses compétences ont augmenté et qu'il en a aussi gagné de nouvelles. Le lendemain matin, notre garçon se réveille avec une envie de quelque chose qui n'est pas un petit déjeuner aux champignons. Il pense à chasser de la viande, mais a peur que sa déléguée de classe végétalienne désapprouve. N'ayant pas le choix, il avale ses champignons dégoûtants avant de décider de s'entraîner. Après avoir paressé un moment, il commence à s'entraîner en utilisant une enveloppe magique pour améliorer ses capacités. Il découvre que cela le rend super rapide, alors il se met à intimider des gobelins imprudents avec. Haru passe les jours suivants à faire la même chose, chasser des champignons, intimider des gobelins et construire des meubles pour sa grotte. Bientôt, il est capable de vaincre facilement les gobelins et même d'embellir sa tanière. Cette nuit-là, il repart à la chasse et a la chance de trouver un malheureux lapin. Il le poursuit, croyant qu'il est sur le point d'avoir la viande qu'il désirait désespérément, quand il réalise soudain qu'il n'est pas seul. Il se cache et essaie de comprendre ce qui se passe. À sa surprise, ses camarades de classe errent dans la zone en petits groupes avec leur QI de température ambiante. Haru voit que son dîner est gâché et laisse le lapin s'échapper. « Je me sens héroïque et beau. Un peu mouillé, mais j'ai toujours l'air bien. J'ai l'air bien. » Il se demande s'il devrait aller voir la déléguée de classe, puisqu'elle a été si gentille avec lui. Cependant, il décide que c'était un comportement de simp, et il préférait de loin son style de vie Sigma, de toute façon. Haru, avec ses compétences de survie inexistantes, fait du bruit, et tous ses camarades se tournent pour voir ce qui fait ce bruit. L'idiot se cache derrière les buissons, priant pour ne pas être attrapé. Heureusement, il n'a rien à craindre, car la nature décide de lui rendre service lorsque le lapin qu'il espérait festoyer distrait ses camarades, détournant leur attention de lui. Il décide de traîner près du groupe de délinquants et d'écouter ce dont ils parlent. Comme ce sont des adolescents normaux et excités, la seule chose dont ils peuvent jacasser, ce sont les énormes seins de leur délégué de classe. Les garçons attrapent l'un des otaku, Tanaka, et l'interrogent sur leur capacité avant de retourner à leur camp. Quand la voie est libre, Haru retourne à sa grotte pour son dîner habituel de champignons et d'énergie d'un sel. Il remarque que ses niveaux de solitaire ont augmenté, car l'univers en a marre qu'il n'ait pas d'amis. Néanmoins, il détecte qu'il a de nouvelles compétences, l'une d'elles étant maître de rien, ce qui lui donne la capacité d'attention d'un hamster sous crack, mais lui permet aussi de faire bien plus. Il en a marre de ses champignons et décide d'arrêter pour la nuit. Pourtant, il ne peut pas dormir. Une forte agitation juste devant sa grotte le tient éveillé. Haru sort pour en vérifier la cause et découvre que les nerds de sa classe essayaient de repousser des gobelins. Haru pense à les aider mais utilise d'abord sa clairvoyance pour vérifier leurs stats. Il découvre qu'il était déjà à un niveau plus élevé que lui. Il se dit qu'étant les nerds, les losers accros aux animés, il savait probablement beaucoup de choses sur la survie dans un isekai. Haru se retourne pour partir mais remarque un autre groupe de gobelins s'approchant des nerds par derrière avec des gourdins. Il décide à contre-cœur de les aider, se jetant dans la mêlée et éliminant les gobelins seuls. Les nerds le remercient de les avoir sauvés alors qu'il les invite à passer la nuit dans sa grotte. Les nerds sont super impressionnés par l'aménagement de sa maison. Haru leur demande pourquoi ils étaient seuls à cette heure de la nuit et ils hésitent un peu avant d'avouer qu'ils étaient en fuite. Tout a commencé quand ils ont été isekai pour la première fois sans Haru. Les filles s'étaient effondrées, pleurant et appelant leur mère à venir les secourir. Pendant ce temps, les nerds avaient rêvé de ce jour toute leur vie. Ils ont immédiatement commencé à élaborer des stratégies pour survivre dans le nouveau monde isekai. Mais avant même qu'ils ne puissent finir de former un seul groupe, les délinquants locaux sont arrivés et ont menacé de les tabasser, à moins qu'ils ne les aident aussi. Alors que le reste de la classe paniquait, la déléguée de classe leur avait dit de se calmer, seulement pour être interrompue en plein discours par un bataillon entier de gobelins faisant irruption comme un DLC indésirable. La classe avait été terrifiée, même les faux délinquants mâles alpha avaient la tête pissée dans leurs pantalons, mais l'équipe de nerds était prête. Ils avaient déjà invoqué leurs armes spéciales et étaient entièrement préparés à les utiliser. Se ralliant derrière les nerds,
la classe avait réussi d'une manière ou d'une autre à repousser les gobelins dans une bataille chaotique mais efficace. Ensuite, la déléguée de classe avait conduit tout le monde à former un petit campement au bord d'une rivière. Elle a pris en charge le camp, organisant tout le monde en petits groupes ordonnés pour maximiser la survie. Mais bien sûr, les Karen de la classe ne pouvaient pas simplement être heureuses. Bien qu'objectivement inutiles, elles avaient bruyamment insisté pour ne pas participer aux tâches du camp. La déléguée de classe avait essayé de les convaincre de rester et de contribuer, mais les filles l'avaient déjà planté là. Certains des camarades de classe décérébrés les avaient suivis, comme des moutons poursuivant des loups. Après leur départ, seuls les nerds et quelques autres étudiants décents étaient restés pour aider la déléguée de classe à organiser le camp. Pendant ce temps, les délinquants à tête de viande avaient décidé de passer leur temps à monter de niveau dans l'espoir de créer leur propre harem de femmes. Mon Dieu, encore ces conneries! Parce qu'ils avaient collectivement l'intelligence d'un poisson rouge de fête foraine, ils n'avaient même pas pris la peine de garder leur petit plan secret. Les otaku l'avaient entendu et l'avaient immédiatement balancé à la déléguée. Elle a attiré les délinquants à l'attaquer puis les a assommés sans effort l'un après l'autre avant de les exposer à la classe. Ensuite, les délinquants ont été expulsés du camp comme du lait périmé. Quelqu'un. Oh, il a besoin de lait. Cependant, les délinquants sont revenus pour détruire le camp dans un acte dramatique de vengeance. Mais au lieu de blâmer les vrais coupables, les Karens ont pointé du doigt les nerds, les accusant d'avoir incité à la violence. La déléguée de classe avait essayé de les défendre et supplié les autres d'être raisonnables, mais les nerds avaient reçu leur congé, alors ils sont partis avec dignité. Haru est heureux que pour une fois, il ne soit pas le plus grand loser de la classe et organise une fête aux champignons pour ses camarades échecs sociaux. C'est quoi cette putain de fête? Le lendemain, alors qu'ils partent, ils l'invitent à rejoindre leur club d'Ancel puisqu'il était déjà comme eux. Il décide plutôt de farmer son aura, leur disant qu'il veut rester seul. Un solitaire, seul et isolé. Il trouve l'ancien campement de ses camarades de classe, mais à sa surprise, il est vide. Utilisant sa compétence de clairvoyance, il fouille la zone à la recherche de tout signe de vie. Effectivement, il aperçoit ses camarades de classe féminine paraissaient dans les bois. Cependant, il panique et essaie de fuir parce que c'est un lâche sans riz qui a peur des femmes. Elles lui donnent une chasse effrénée et Haru court pour sa vie parce qu'une forêt pleine de monstres était plus sûre que d'être près de ces folles d'Ilila Badiz. Je suis tout à fait d'accord. À sa surprise, elle l'appelle et le supplie de les aider à trouver les nerds pour qu'elle puisse s'excuser. Haru ne fait pas confiance à leur véritable motivation car elles sont généralement méchantes. Il essaie de les effrayer en mentionnant l'abondance de monstres dans la forêt. Cependant, cela ne fait que les rendre plus effrayés et elle le supplie de rester avec lui jusqu'à ce qu'elle trouve les otaku. Elles promettent de former un harem avec lui comme leur tout-puissant roi Sigma et Haru cède comme prévu. Cela débloque immédiatement sa compétence de servitude qui les lie à lui comme des chiens de salon obéissants. Elles le suivent partout et Haru découvre qu'elles sont vraiment sauvages quand elles chassent et massacrent tous les monstres qu'elles rencontrent. Il remarque que l'une d'elles est blessée après avoir marché si longtemps, alors il lui offre des médicaments. La tête en l'air, appelée Shimizaki pour une raison inconnue, jette le médicament au visage de Haru, salissant ses vêtements. Haru est dégoûté par l'odeur de ce médicament et fait soudainement une légère crise de nerfs à l'idée d'être coincé avec ses BBL baddies. Pendant sa crise, la déléguée de classe le trouve en train de marmonner tout seul comme un toxicomane dans le métro. Elle est heureuse de le voir et essaie d'attirer son attention, mais il ne reconnaît même pas sa présence. Cela la force à crier son nom. Le tirant de sa transe, RMC voit qu'elle a amené toutes les filles nerds de leur classe. Elles sont fatiguées, grincheuses et prêtes à le stresser avec plus de plaintes. La déléguée de classe remarque les baddies qui sont toujours sous son sort de servitude et demande pourquoi elles ont l'air si étranges. Haru essaie d'expliquer mais découvre qu'il ne comprend même pas ce qui se passe. Il dit à la déléguée de classe qu'elles sont maintenant ses subs, ce qui la met en colère. Il ajoute qu'il ne l'a pas fait exprès, mais cela n'empêche pas les autres filles de le regarder comme s'il était un pervers. Haru décide qu'il en a marre de leurs conneries et se retourne pour rentrer chez lui, mais elle l'empêche de partir. La déléguée de classe s'approche de la meneuse, Shimizaki, la secouant jusqu'à ce qu'elle sorte de sa transe. Haru essaie de profiter de la distraction pour s'éclipser vers sa petite grotte tranquille, mais ce cauchemar l'arrête. Il s'assied seul, fulminant contre sa condition pendant que les baddies expliquent ce qui s'est passé. Elle semble dire la vérité, cependant, alors la déléguée de classe remercie Haru de les avoir sauvés.
Il accepte leur gratitude et demande s'il peut rentrer chez lui maintenant. Les baddies paresseuses sont surprises qu'il ait déjà une maison dans la forêt, alors elles commencent à discuter de la façon d'envahir sa caverne d'hommes et de la transformer en une maison de sororité pour les IG Thoughts. Haru imagine que toutes ces fantaisies sont réalisées pour une nuit, alors il accepte immédiatement. Il les conduit à travers la forêt jusqu'à sa magnifique grotte qui ressemble maintenant à un manoir de rêve de filles. Les filles prennent possession de sa maison, jetant leurs vêtements puants pour utiliser sa salle de bain luxueuse. Cela force le pauvre Haru à dormir dehors dans une tente. Cependant, cela ne le dérange pas, car il préfère être seul plutôt que d'être entouré par le bavardage des filles. Avant qu'il ne puisse s'endormir, la déléguée entre dans la tente pour le remercier d'être un tel simp. Elle se plaint que les autres garçons les ont laissés se débrouiller seuls, mais lui était assez down bad pour les laisser profiter de son dur labeur. La déléguée de classe avoue ensuite qu'elle se sent triste, car elle était presque inutile comparée aux nerds. Haru en profite pour simper encore plus fort. Il jette les nerds sous le bus et lui dit qu'il savait ce qu'il faisait, parce qu'ils avaient passé leur vie dans le monde réel à se préparer à cela. La déléguée de classe fait un reverse Uno et souligne qu'il est encore plus préparé que les nerds, ce qui signifie qu'il était un loser encore plus grand. Elle le laisse ensuite seul dans sa tente, où il s'endort pour rêver de claquer ses joues laiteuses. Le seigneur Simp et son bois se réveillent avec une baddie du manoir dans sa tente. Elle glisse vers lui, lui demandant s'il était prêt pour le petit déjeuner, distrait par la vue d'une femme à côté de son lit le matin. Cependant, dès qu'elle mentionne le poisson frit, il s'excite instantanément, cognant son front contre le sien. Il se précipite dehors pour dévorer le poisson comme un barbare. La déléguée de classe lui demande comment il peut vivre près de la rivière et ne pas avoir de poisson. Il répond que les poissons sont plus rapides que toi au lit et plus glissants que ta sœur qui glisse dans mes DM. Il leur demande comment elles ont attrapé le poisson, étant donné qu'elles sont des filles qui peuvent à peine survivre seules. Elle lui montre comment elles utilisent la foudre pour électrocuter les poissons dans la rivière. Il leur demande de lui montrer à nouveau, mais cette fois, il utilise sa magie de compression pour amplifier la foudre, tuant encore plus de poissons. Cette action active sa capacité à utiliser la magie élémentaire. Les filles l'accusent de tricher, mais il répond que ce n'est pas sa faute. Le grand-père sénile lui a donné ce pouvoir. Il est capable de copier cette magie parce que sa compétence de compression se combine avec sa compétence de maître de rien. Cela signifie que, même si elles sont toutes deux individuellement inutiles, ensemble elles sont plus puissantes que son Rager pour la déléguée de classe. Il demande quels sont leurs plans et la déléguée de classe répond qu'elles vont dans la ville voisine. Tout comme les nerds, Haru soupçonne qu'elles ne font que courir après les nerds à nouveau, mais les Thoughts insistent que non. Il décide de pousser son simping un peu plus loin et d'entraîner les filles à augmenter leur niveau. Cependant, il découvre qu'elles ont toutes des niveaux bien plus élevés que son pauvre cul. Alors qu'il végète à 7, la plus basse d'entre elles était à 16. Peut-être était-il le poids mort inutile ici. Il se demande ce qu'il pourrait bien leur apprendre mais remarque quelque chose d'étrange. Le buisson derrière elle bruisse tout seul. Voyant cela comme une opportunité, il écarte les buissons et demande aux filles de s'entraîner en battant les loups qui se cachaient là. Les filles sont plutôt sûres de pouvoir affronter de si petits loups. Néanmoins, quand tout est fini, les loups les renvoient à la cuisine. Apparemment, elles pensaient pouvoir frapper les loups sans que les petites bêtes ne ripostent. Les filles tiennent leur réunion d'évaluation de performance dans la tente de Haru, essayant de comprendre pourquoi elles étaient complètement inutiles. Elles terminent finalement la réunion et sortent pour une revanche, mais la fille qui avait réveillé Haru ce matin-là reste derrière. Elle s'excuse auprès de lui mais avoue qu'elle le testait. Elle voulait savoir s'il était un gentleman ou un salaud qui profiterait d'elle. Néanmoins, il accepte ses excuses. Et le lendemain matin, elle le réveille avec un délicieux poisson rôti. Pendant qu'il grignote joyeusement, il entend les filles se préparer à partir, pour leur revanche sans aucune préparation. Cependant, la déléguée de classe, étant la seule fille de la classe avec son cerveau encore fonctionnel, arrête leurs bêtises. Elle leur rappelle qu'elles doivent s'entraîner pour monter de niveau si elles veulent avoir une chance. Elles commencent leur entraînement avec des gobelins de bas niveau. Sans surprise, les gobelins les battent si sévèrement. Cela a fait reculer les droits des femmes de quelques décennies. Néanmoins, elles continuent l'entraînement jusqu'à ce que, quelque temps plus tard, elles soient prêtes à combattre les loups. Cette fois, elles travaillent en équipe et battent les loups, prouvant une fois pour toutes qu'elles étaient au moins plus utiles qu'une calculatrice dans le sac à dos d'un enfant asiatique. Allez, fais des maths.
La déléguée de classe le remercie de son aide et l'invite à venir en ville avec elle. Le lendemain matin, Haru tente de ranger tout ce qu'il peut dans son sac avant de partir. Il réussit même à convaincre la fille qui lui a donné le petit déjeuner de rester et de s'occuper de son manoir, mais la déléguée de classe les arrête. Elle insiste pour que tout le monde suive le groupe. Haru lui dit alors que s'ils ont la moindre chance de survivre à cette forêt, ils devront travailler ensemble. Au fond de la forêt, l'un de leurs camarades est poursuivi par une silhouette encapuchonnée. Et comme dans les films d'horreur, il oublie comment courir, alors il trébuche et tombe. La silhouette le rattrape et commence à l'étrangler pendant que le garçon supplie pour sa vie jusqu'à ce que son abonnement à la vie expire. La silhouette s'éloigne ensuite. Haru et les filles n'avancent pas très loin dans la forêt quand elles tombent sur un orchideux avec un QI de cailloux. Haru, se prenant pour un chevalier blanc, demande aux filles de reculer pour qu'il puisse s'en occuper seul. Cependant, il n'est armé que de son petit bois. Il charge l'orque qui tente de l'arrêter avec son énorme bois, mais il est plus lent que mon petit frère en train de faire ses devoirs de maths. Haru esquive facilement le coup, mais remarque que les attaques physiques n'affectent pas l'orque. Il se souvient que les nerds lui ont dit qu'il ne pouvait être vaincu qu'avec de la magie. Il ouvre ses statistiques au pot de compétences, voyant qu'il n'a que la magie élémentaire à sa disposition. Avant qu'il ne puisse décider quoi utiliser, l'orque l'attaque de nouveau, mais il l'esquive encore une fois. Il parvient même à placer un coup avec son petit bois. Étonnamment, cela envoie l'orque au paradis des orques. Il décide d'essayer la magie du feu sur le prochain orque, avec d'excellents résultats. Cette nuit-là, pendant que les filles préparent leur triste excuse de dîner, Haru pose des pièges magiques pour protéger leur camp, et il utilise ensuite sa compétence d'évaluation pour ouvrir Google Maps et trouver leur chemin hors de la forêt. Cependant, il est interrompu par des étrangers dans les bois. Il se prépare à combattre, pensant que c'était les délinquants. Mais il s'avère que ce sont juste les sportifs qui sont sympas. Il leur demande s'ils sont des pervers à épier les filles. Ils disent qu'ils le cherchent en fait. Haru soupçonne qu'ils veulent jouer avec sa saucisse, mais ils le contredisent aussitôt. Ils lui disent qu'ils sont à la recherche d'une compétence apparemment encore plus puissante que la marionnette et l'hypnose que les délinquants avaient développées. Haru se souvient avoir vu la compétence appelée détournement sur le tableau des compétences quand elle a été invoquée. Les sportifs soulignent que lorsque les délinquants montraient leurs compétences de marionnette, personne n'avait mentionné le détournement, ce qui signifie que les sportifs n'en savaient probablement rien. Haru comprend qu'ils pensent qu'ils possèdent cette compétence et ils l'admettent même s'ils disent que ça ne les dérangerait pas. Haru clarifie qu'il a une autre compétence appelée servitude, ce qui fait de lui un simple gardien d'animaux. Ils le mettent en garde contre le détournement et lui disent d'abord de s'excuser auprès de la déléguée de classe avant de partir. Cependant, la déléguée, curieuse, écoutait déjà aux portes comme une ex jalouse. Le lendemain matin, Haru dit aux filles de préparer leur équipement pour leur entraînement. À sa surprise, ces filles juriques assoiffées sont super excitées à ce sujet. Haru est confus, se demandant si elles ont trouvé des champignons douteux ou quelque chose. Alors qu'il s'éloigne pour montrer le chemin, la déléguée de classe lui demande de lui parler seule. Il accepte rapidement, pensant qu'elle voulait lui offrir une routine matinale spéciale. Au lieu de cela, elle avoue qu'elle a écouté sa conversation la nuit précédente, comme une petite amie jalouse. Avant qu'elle ne puisse finir, Haru lui dit froidement qu'il sait qu'elle est la seule élève avec la compétence de détournement. Elle lui demande pourquoi il n'a rien fait pour l'arrêter puisque c'est une compétence dangereuse. Haru répond que les nerds le savaient, mais n'ont rien fait car il lui faisait confiance. Il clarifie en outre qu'il lui faisait aussi confiance, sachant qu'elle ne se transformerait pas en l'artiste autrichien avec un tel pouvoir. Ah, la plupart des gens disent Hitler. La déléguée de classe, soulagée une fois de plus que les garçons de sa classe soient soit en cellule, soit des simps, le remercia. Il se sent mal à l'aise et s'élance dans la forêt, la laissant désirer goûter à sa viande. J'aimerais bien impressionner sa viande. Les filles retournent à l'entraînement. Cela les rend encore plus assoiffées qu'elles ne le sont déjà, et Haru en profite pour vendre certains de ses jus. Comme prévu, elles sont plus saisies, elles sont plus assoiffées que jamais. Haru saisit l'occasion et commence à vendre son jus spécial comme un arnaqueur fauché. L'une des bimbos fauchées essaie d'échanger son corps périmé contre une gorgée. Haru, étant l'éternel idiot obsédé, y pense sérieusement, mais la déléguée de classe met fin à ça comme un agent de la circulation. Ils continuent leur marche dans la forêt jusqu'à ce que Haru aperçoive un ruisseau devant eux. Ayant une idée, il demande à la déléguée de classe s'il pouvait aller en éclaireur. La déléguée se méfie du sourire en coin sur son visage et lui demande de la laisser l'accompagner, mais Haru s'élance immédiatement. Infusant son corps de multiples compétences, il est capable d'accomplir des exploits surhumains comme sauter et courir, et même parfois voler à des vitesses surhumaines.
Il utilise la compétence de manipulation du poids pour se rendre plus agile et ses réflexes plus vifs. Puis il se déplace à travers les arbres comme un singe sous cocaïne et finit par flotter. Là, il parvient à avoir une vue d'ensemble de toute la forêt, réalisant qu'ils en sont presque sortis. Cependant, en flottant, il perd son élan et tombe du ciel comme mes notes au lycée. Il atterrit lourdement sur le sol mais survit avec seulement quelques contusions. Cette nuit-là, la déléguée de classe le réprimande au camp, rappelant à Haru sa mère. Le lendemain, ils continuent et après quelques épreuves, sortent enfin de la forêt et sont un pas plus près de leur objectif. Avant d'atteindre la ville, ils doivent traverser un immense champ herbeux. Haru découvre que sa compétence de marche a évolué en marche aérienne, en gros des pouvoirs de Jésus d'anime. Il l'utilise pour marcher au-dessus du sol comme s'il possédait le ciel. De là-haut, il voit des PNJ de chariots impuissants se faire attaquer par des monstres. Il descend et le dit à la déléguée de classe, qui suggère aux membres les plus rapides du groupe d'aller aider. Haru cependant décide d'y aller seul. Il utilise sa compétence de manipulation du poids pour alléger son corps et sa compétence élémentaire pour créer des rafales de vent afin de se propulser. Ce coup de génie lui donne la capacité de voler à grande vitesse. Néanmoins, il est ralenti par la déléguée de classe qui s'était accrochée à sa cape sans le savoir quand il a décollé. C'est la chose la plus stupide que tu aurais pu dire. Es-tu idiot ? Leur poids combiné l'empêche de voler et ils s'écrasent tous les deux lourdement sur les monstres comme une torpille, les assommant. Pendant que la déléguée est inconsciente, les PNJ reconnaissants remercient Haru d'avoir sauvé leur cul de bas niveau. Leur chef, un certain Gafk, dit qu'ils avaient été engagés pour chasser des loups, mais qu'ils s'étaient fait défoncer. Ils encensent Haru pour avoir sauvé leur misérable peau d'une destruction totale. Il apprécie leur gratitude et leur offre même certains de ses champignons comme collation. L'un des PNJ découvre que les champignons sont en fait comme des drogues, améliorant les performances qui les ont guéris et leur ont rendu leur énergie. Il partage les champignons avec tout le groupe. Haru cependant est trop jaloux du fait que le camp a beaucoup de jolies filles pour que les hommes PNJ en profitent. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit de stupide, la déléguée de classe l'arrête. Assez vite, le reste des filles arrive sur les lieux et est intrigué par les elfes qui suivent le convoi. Les aventuriers décident de rembourser Haru en le guidant, lui et les filles, dans la ville. La classe arrive dans la ville animée et pleine de vie. Pendant ce temps, Haru n'est pas impressionné car il se sent déplacé, étant le solitaire amo dans cette ville. Certaines filles perdent instantanément la tête et sont distraites par les boutiques de vêtements, car apparemment c'est tout ce à quoi elles peuvent penser. Les femmes font du shopping. Haru commence à planifier sa grande évasion puisque, dans son esprit, la mission d'escorte est terminée. Pendant ce temps, les filles agissent comme des tout-petits sans surveillance. L'une des gremlins décérébrés essaie même de manger un bâtiment, pensant que c'est un cupcake. La déléguée de classe, qui est coincée à jouer le rôle de la mère pour ce cirque, demande à Haru de l'aider. Mais Haru est déjà spirituellement à la retraite. Fatigué de porter le poids de ses PNJ glorifiés, il la laisse s'en occuper. La déléguée de classe prend les choses en main, rappelant les filles avec son sifflet. Elle décide qu'ils s'inscriront à la guilde des aventuriers en vendant une partie du butin qu'ils ont accumulé jusqu'à présent. Après cela, ils se retireraient pour la journée avant de chercher les nerds le lendemain. Les filles de la vallée ne sont pas contentes qu'elles ne cherchent pas les nerds immédiatement. Haru est sûr qu'elles veulent juste un peu de nerd dit, mais elles le nient. Ils arrivent à la guilde des aventuriers, un immense bâtiment en pierre avec quelques aventuriers à l'intérieur. L'aventurier qu'ils ont sauvé plus tôt, Gafk, invite Haru à entrer pour parler au chef. Cependant, Haru remarque qu'ils sont tous de grands hommes laids alors qu'il n'est qu'un petit gamin chétif. Pire encore, le chef de la guilde est un grand homme effrayant avec une moustache qui semblait empruntée au capitaine Crochet. Quoi qu'il en soit, il s'avère que le chef est plutôt paternel et ne fait que remercier Haru d'avoir sauvé ses hommes. Haru quitte rapidement la pièce avant que les choses ne deviennent gênantes. Il voit une petite boutique où il peut mettre en gage le butin qu'il a ramassé. En arrivant là, il découvre qu'il est si riche que la boutique ne peut même pas se permettre de payer ses gemmes. Il promet de revenir le lendemain pour compléter l'évaluation. Avant qu'il ne puisse partir, les filles se précipitent pour lui dire qu'elles se sont inscrites auprès des aventuriers. La barrière à l'entrée est si basse que même les Karens ont pu entrer. Cela explique pourquoi il y a tant de monstres qui errent dans le monde. Haru admet qu'en plus de leurs compétences surpuissantes, elles ont aussi monté de niveau en chemin vers la ville. Les filles le forcent à s'inscrire et il se dirige avec enthousiasme vers le comptoir.
Malheureusement, la dame responsable de l'inscription lui dit que son niveau est trop bas pour répondre à leurs normes. Il devait être au moins de niveau 10. Haru s'effondre à genoux, réalisant qu'il était toujours un perdant quoi qu'il arrive. La dame explique en outre qu'il devait être au moins de niveau 20 s'il était un solitaire. La déléguée de classe essaie de le réconforter en l'invitant à passer la nuit avec leur classe dans un hôtel chic. Haru remarque que l'hôtel est conçu pour faciliter quelques galipettes, mais la déléguée le coupe court immédiatement. Le lendemain matin, Haru décide de quitter la ville puisqu'il n'y avait plus rien pour lui. Il va recevoir l'argent de ses gemmes, mais il s'avère que la boutique était à court de liquidités. Il ne devait lui donner que 8000 $, ce qui le rend plus riche qu'Elon Musk dans leur monde. Les filles, voyant que Haru était maintenant riche, décident qu'il est temps de dépenser son argent. Gafk informe le personnage principal qu'il connaît un endroit parfait pour qu'il dépense sa nouvelle fortune. Haru commence à imaginer un club de striptease avec des femmes sexy, comme le Gunner accro qu'il est. Il s'avère que c'est un endroit délabré pour de vieux artefacts avec un propriétaire louche. Gafk l'assure que le propriétaire est un type sympa, même s'il a l'air de ne pas être autorisé près des enfants d'école. Haru trouve un tas de super équipements dans la boutique et il fait du shopping comme une baddie d'Instagram en vacances. Avant de partir, il trouve un étrange collier qui porte le numéro 7. Il demande au commerçant ce que cela signifie et celui-ci répond que le collier permettrait à Haru de fusionner plusieurs objets. Avant qu'il ne puisse acheter plus d'équipements, la déléguée de classe vient lui rappeler qu'il est l'heure de dormir. « Tu es sérieux là, mec ? Genre, tu es sérieux là, tout de suite ?» Haru renverse accidentellement les objets, les fusionnant ainsi tous ensemble. Le commerçant panique car Haru avait fusionné avant de payer et tout cela coûte 10 000 $. Haru lésine sur le paiement intégral, mais il est forcé de payer avec tout ce qu'il doit. Cela le laisse aussi fauché que moi. Il veut sortir pour gagner plus de gemmes, mais il ne peut pas puisqu'il n'est pas membre de la guilde des aventuriers. Il pense à s'échapper avec les filles, mais aucune d'elles ne lui fait plus confiance, ce qui signifie qu'il était coincé. Il décide de s'échapper en utilisant la cape d'invisibilité qu'il a achetée au commerçant. Heureusement, ça marche, et dès qu'il est libre dans les rues, parce qu'il n'a qu'une demi-cellule cérébrale, il enlève la cape avant de quitter le village. Alors qu'il est sur le point de sauter par-dessus le mur, il est distrait par certaines des filles qui le repèrent. Cela lui fait écraser son précieux sac à noix qui était resté dormant pendant des années. Il découvre qu'il manquait un membre au groupe de filles qu'il avait repéré. La fille qui voulait tellement son jus qu'elle était prête à se déshabiller pour ça, réalisant qu'elle préparait probablement un mauvais coup. Lui et les autres filles la trouvent sur le point de se mettre en tenue d'Ève. Ils l'empêchent alors de devenir un mème de fanservice. Le lendemain, la déléguée de classe le met au coin pour avoir tenté de s'échapper. Pendant que les filles partent en quête, il est coincé dans la tour, puni comme un petit enfant. Mais il a d'autres plans. Dès qu'elles partent, il enfile sa cape d'invisibilité. Cette fois, il a assez de points de QI pour la garder jusqu'à ce qu'il quitte le village. En chemin dans les bois, il tombe sur un couple de bandits harcelant une fille dans sa calèche. Il décide que ce n'est pas son problème et essaie de les ignorer. Mais les bandits l'arrêtent parce qu'il est témoin de leur crime. Haru est forcé de faire apparaître un nouveau bâton pour se défendre. Il note qu'il n'avait jamais vu ce bâton auparavant, mais l'utilise de toute façon pour discipliner les bandits avec de la magie du feu. Il admet que le bâton doit être le résultat de la fusion de l'équipement qu'il a acheté plus tôt. Les bandits sont encore plus énervés et procèdent à l'attaquer. Heureusement, ce sont tous des PNJ de niveau de base, alors il les discipline avec encore plus de vigueur. Les bandits pensent qu'il est un aventurier de haut niveau, mais il leur dit qu'il est un perdant au chômage comme eux. Cela les rend encore plus embarrassés, alors ils intensifient l'attaque contre lui. Haru admet que leurs mouvements sont puissants, mais ils n'ont aucun sens de la stratégie, alors il continue de les lui spammer. Il les esquive tous jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et s'évanouissent littéralement. Pendant qu'ils gisent sur le sol, la propriétaire de la calèche, une petite fille nommée Myriel, sort. Elle le remercie de l'avoir sauvée et lui dit qu'elle est membre de la famille royale de la ville. Haru pense qu'elle n'est qu'une autre tête en l'air, mais elle se ressaisit. Elle lui demande de l'accompagner comme garde du corps glorifié pour le reste de son voyage. Il accepte après qu'elle lui ait promis une récompense. Haru n'était pas impressionné par sa royauté puisque la ville n'a fait que l'énerver depuis qu'il est arrivé. Au fond de la forêt, les sportifs affrontent les délinquants qui cherchent les filles. L'un des délinquants s'élance pour attaquer, mais il est soudainement poignardé dans le dos, le tuant instantanément par l'étranger encapuchonné. Les autres délinquants essaient d'attaquer,
mais il est bien trop puissant pour eux. Il bloque leurs attaques et les abat en utilisant leurs propres armes. Les sportifs voient que le gars est clairement hors de leur portée et essaient de s'enfuir. Cependant, il les rattrape avant qu'ils ne puissent aller loin. De retour au village, Haru gémit un peu tandis que Myriel le traîne chez elle. Cependant, il est impressionné par le manoir de son père et leur portrait de famille. Il essaie toujours de s'éclipser quand il pense que personne ne regarde. Mais au lieu d'utiliser sa cape d'invisibilité, il oublie encore une fois que ce code de triche littérale existe et essaie juste de s'en aller. Comme prévu, la princesse l'attrape. Elle insiste pour qu'on lui permette de lui montrer sa gratitude en le traitant bien. Haru cède et accepte son hospitalité. Ensuite, elle lui sert un festin digne de la royauté et notre personnage principal Gremlin le dévore comme s'il n'avait pas mangé depuis 12 ans. J'aime la bonne nourriture. D'accord ? Toujours pas fini d'en faire trop, elle lui donne une carte d'identité VIP qui lui permet d'entrer et de sortir de la ville à tout moment. Haru ne réagit même pas, il continue juste de grignoter pendant qu'elle boude comme un rendez-vous Tinder rejeté. Mais il est en mode Sigma complet, donc les sentiments sont hors de question. Le lendemain, de retour à son hôtel, les filles le questionnent sur l'endroit où il avait disparu. Il leur dit qu'il a été invité chez le noble, mais ment en disant qu'il ne sait pas pourquoi. Les filles n'ont d'autre choix que de le croire. Cependant, avant de partir, la déléguée de classe lui demande à nouveau de rester en place. Il accepte sans discuter, mais dès qu'elles sont sorties, il disparaît. Avant de quitter la ville, il achète de la nourriture et écrit une note à la déléguée de classe pour s'expliquer. Il s'approche ensuite de la garde à la porte, lui montrant sa carte d'identité. Elle le laisse passer et Haru est libre d'être à nouveau un solitaire. En marchant à travers la forêt, il réalise que sa vie d'avant lui manque. Même s'il avait toujours faim et se battait, tout était mieux que de traîner avec son harem. Il ne va pas très loin avant qu'un monstre ne l'attaque. Il l'abat assez vite avec son bâton. Il apprend que l'équipement qu'il a acheté en ville signifiait qu'il était plus fort maintenant, mais quelque chose dans la forêt semblait toujours étrange. Il explore un peu plus loin et trouve du sang sur le sol, ce qui le surprend. Il se demande à qui il appartient, devinant que ce devait être l'un des nerds, des délinquants ou des sportifs. Utilisant sa compétence de pistage, il parvient à retrouver la trace des sportifs. Il les suit et les trouve tous les 4 gisant sur le sol, sans vie. Il panique et les asperge de ses fluides spéciaux jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Après qu'ils aient confirmé que les filles vont bien, il lui raconte ce qui s'est passé avec l'étranger et les délinquants. Haru demande des nouvelles des nerds, mais les sportifs disent qu'ils ne sont pas sûrs de leur sort. Il l'informe que l'étranger est non seulement un génie des maths, mais qu'il a aussi volé leurs armes. Il continue en lui disant qu'il est après la compétence de détournement de la déléguée de classe. Haru est choqué car il pense que seul lui et les nerds le savent. Les sportifs lui disent qu'ils l'ont découvert parce que le gars insistait pour connaître l'emplacement de la déléguée. Il les a ensuite battus à plate couture et a attendu de voir si quelqu'un qui les secourait le mènerait à la déléguée de classe. Cependant, parce que Haru les avait traînés dans sa grotte, l'étranger ciblerait Haru à la place. Les sportifs proposent d'aider Haru à le combattre, mais il les refuse, car comment est-il censé s'occuper d'une ferme autrement ? Cependant, les sportifs peuvent dire à son expression qu'il a un plan. Il leur dit ensuite d'aller en ville et de protéger les filles. Même s'il sait qu'il aurait plus facile de gagner avec les sportifs à ses côtés, Haru sait que s'ils perdent, les filles seront sans défense. À cause de cela, il décide qu'il devait s'entraîner encore plus dur s'il voulait vaincre l'étranger. Il commence à chercher comment gagner. D'après ce qu'il a appris lors de ses précédents combats avec les bandits, Haru sait que les armes sont essentiellement à usage unique. Une fois activées, elles ne peuvent pas être annulées. Il avait besoin d'une compétence qui n'avait pas cette faiblesse. Pendant qu'il réfléchit, il est interrompu par des gobelins attirés par le sang partout. Alors il tente de farmer des points d'expérience en les battant, mais ça ne marche pas. Toujours en train de comprendre pourquoi cela s'est produit, il est attaqué par un troll géant maniant un marteau massif. Haru l'évite de justesse avant de fusionner ses diverses compétences dans son bâton. Utilisant ce power-up, il one-shot le troll géant et l'assomme. Avant qu'il ne puisse célébrer, il est pris par surprise par un autre gobelin à l'air déjanté. Encore une fois, il parvient de justesse à esquiver l'attaque avant d'évaluer la nouvelle menace. À sa surprise, son niveau est extrêmement élevé. Haru fusionne à nouveau ses compétences et le bâton et essaie de one-shot le gobelin. Cette fois, ça ne marche pas, et le gobelin lance une contre-attaque qui manque de peu à Haru. Il parvient à repousser avec sa nouvelle compétence Gambit, mais le gobelin guérit immédiatement. Il frappe ensuite Haru avec une énorme entaille d'énergie qui le projette dans les arbres, manquant de le mettre hors de combat.
Haru comprend que pour la première fois, il pourrait être cuit. Cependant, il se souvient que les sportifs ont survécu à un sort encore pire que le sien, alors il décide de faire un dernier effort. Cette fois, c'est un succès. Il place le coup, tuant le gobelin et montant enfin au niveau 11. Il retourne à sa grotte améliorée, il vérifie ses statistiques et voit que sa compétence Gambit est confirmée, ce qui signifie qu'il a trouvé un moyen de battre l'étranger. Le lendemain matin, la menace à capuche apparaît enfin à la grotte. Haru le regarde enlever sa capuche et surprise, c'est Tanaka. Tanaka est furieux car il espérait que les sportifs le mèneraient à la déléguée de classe, pas au rejet de la classe. Haru demande si tout était planifié et Tanaka se vante comme tout méchant d'anime edgy qui se respecte, puis mentionne nonchalamment qu'il a déjà tué tous les garçons de la classe. Tanaka demande à Haru de retirer sa sale bite de son visage, mais il refuse. Tanaka sourit d'un air menaçant, lui disant qu'il était sur le point de mourir et commence à activer son pouvoir. Il se vante d'avoir pu dire que Haru avait choisi les compétences minables avant de lui lancer un tas de rochers, utilisant sa compétence métallique pour perturber la mobilité du personnage principal. Cependant, Haru parvient à esquiver les rochers. Tanaka répond qu'il est impressionné avant d'activer 2 testicules lumineux. Il les fusionne en une seule sphère et fait surgir du sol une multitude de cristaux dentelés, cherchant à immobiliser Haru. Haru bondit en arrière, échappant au chaos, évitant de justesse une rupture des ligaments croisés. Ce crétin demande alors à Haru quand il a commencé à le soupçonner. Haru répond qu'il agissait de manière suspecte lorsqu'il traînait avec les délinquants. Tanaka est impressionné par ses talents de déduction, réalisant qu'il n'était pas aussi stupide qu'il le croyait auparavant. Haru demande à ce binoclard à 4 yeux quand il compte lancer sa prise de pouvoir maléfique. 4 yeux répond que c'était dès qu'ils ont été isekai'd et qu'il a réalisé qu'il avait raté l'occasion de s'emparer du hijack. Tanaka invoque alors soudainement de la ficelle du sol pour ligoter les chevilles de Haru avant de les recouvrir de flammes. Alors qu'il pensait avoir gagné, Haru absorbe les flammes grâce à son merveilleux bois, à la grande surprise de 4 yeux. Il utilise ensuite l'ouverture créée par Tanaka qui gaspillait ses compétences d'arme pour lancer une attaque. Cependant, au moment où il s'apprête à frapper, la cible invoque une épée massive et bloque son attaque. Haru comprend que l'attaque d'ouverture de ce crétin n'était qu'une diversion pour qu'il expose ses propres tactiques. Afin de montrer encore plus sa puissance, il invoque un tas d'armes pour en choisir une et en finir avec Haru. Il décide de les utiliser sur Haru, qui est en train de se faire dessus de peur. Haru est incapable de prédire exactement d'où vient chaque attaque, alors Tanaka commence à exploiter son avantage. Il finit par porter un coup puissant à Haru, le projetant de l'autre côté de la rivière, s'écrasant sur ses rives. 4 yeux le suit de près, lui demandant s'il en a fini. Haru détecte que ce seigneur des ténèbres possède tellement d'armes qu'il est presque impossible de prédire son schéma d'attaque. Il comprend alors que la raison pour laquelle ce ringard possède tant de compétences est qu'il a copié celle de ses camarades de classe en utilisant la compétence copie conforme. Tanaka l'admet et Haru devine qu'il veut l'utiliser pour copier le hijack de la déléguée de classe, le rendant pratiquement un dieu. En d'autres termes, son plan était de tuer la déléguée de classe et de voler le hijack. Après cela, il tuerait tous les autres, leur dérobant leurs compétences. 4 yeux poursuit ses attaques, et Haru tente de contrer mais ne trouve absolument aucune ouverture. Ce crétin, voyant Haru fatigué, pense qu'il le tient et le charge par derrière. Cependant, Haru esquisse un sourire narquois, l'évitant avec une facilité déconcertante. Il murmure à Tanaka qu'il avait découvert son secret. Le binoclard à 4 yeux ne pouvait utiliser que 3 compétences simultanément. Tanaka était frustré, réalisant qu'il ne peut plus porter de coups, mais Haru n'a pas encore fini de le dominer. Il dit à 4 yeux qu'il l'avait attiré pour qu'il déchaîne toutes ses attaques plus tôt. De cette façon, notre jeune héros peut les étudier pour en déceler les faiblesses. C'est ainsi qu'il comprend que Tanaka n'utilise la même compétence que 2 fois, car il ne veut pas épuiser ses 3 chances. Néanmoins, ce crétin roux est toujours dans le déni concernant ses capacités, alors il fonce tête baissée sur Haru. Notre jeune homme bondit facilement hors de sa trajectoire et enfonce son bois dur dans le ventre de Tanaka, le projetant au loin. Haru lui dit qu'il se fiche de ses illusions et s'apprête à lui faire passer l'envie de se prendre pour un génie. Avant qu'il ne puisse porter le coup final, Tanaka sort un coup à la reverse Uno et lui lance une boule de feu que Haru doit esquiver en urgence. Il comprend que ce petit salaud est peut-être un perdant à faible taux de testostérone, mais il restait néanmoins très puissant. Il invoque son arme ultime, une dague que Haru n'avait jamais vue. Il se déplace ensuite vers Haru à une vitesse impossible, l'attaquant de toutes parts. Haru parvient à survivre à cet assaut, mais la poussière soulevée par Tanaka obscurcit sa vision. Alors que notre jeune homme essaie de comprendre quelle est la véritable attaque de Tanaka,
Quatre yeux se cache derrière un rocher, préparant sa dernière compétence mortelle, connue sous le nom de mort instantanée. Il frappe Haru avec, envoyant une nuée de crânes fantomatiques pour littéralement aspirer la vie de Haru. Haru rend son dernier souffle et s'effondre, un cadavre sans vie. Quatre yeux rit de manière démoniaque, se tenant au-dessus du corps de Haru et piétinant même sa tête. Il le félicite de l'avoir poussé à se donner à fond avant de se retourner pour aller chercher Hijak. Après quelques pas, il entend une voix l'appeler. Il se retourne pour voir Haru debout, dégageant une aura puissante et complètement imperturbable. Tanaka est choqué car il est sûr que la compétence mort instantanée a un taux de réussite de 100%. Haru explique que la mort instantanée était une compétence de la catégorie des malus de statut. Cependant, il possédait la compétence bien-être, ce qui le rendait résistant à tous les malus de statut. De plus, sa compétence de chance était au maximum. Ce bonus a considérablement réduit l'efficacité de la mort instantanée. Tanaka demande pourquoi Haru est tombé de manière si dramatique. Haru répond qu'il voulait alimenter l'illusion de quatre yeux sur la puissance de la mort instantanée. Il se demande alors pourquoi sa compétence d'interférence n'a pas entièrement résisté à la mobilité de Haru. Mais Haru a utilisé une compétence de marionnettiste pour se contrôler, esquivant les attaques même lorsque l'interférence le restreignait. Tanaka perd la tête d'être battu par un perdant avec de simples compétences de pacotille. Il commence à frapper Haru désespérément mais sans aucun effet. Haru lui dit que ses calculs et sa logique ne fonctionneront pas dans ce monde de magie et de fantaisie. Quatre yeux comprend enfin qu'il est peut-être un génie avec des compétences puissantes, mais qu'il lui manquait une chose, l'armure scénaristique. Il se jette à nouveau sur Haru, mais notre jeune homme repousse facilement son épée. Tanaka tente un dernier mouvement, utilisant télékinésiquement l'épée pour poignarder Haru à distance. Il prétend alors avoir gagné et commence à taillader Haru avec son épée. Néanmoins, Haru l'assomme avant d'utiliser la compétence Gambit pour l'achever. Alors que Tanaka s'effondre, Haru quitte la scène en vainqueur. Cependant, il est complètement épuisé et ne croit pas qu'il s'en sortira vivant. Avant qu'il ne s'évanouisse, les nerds apparaissent de nulle part et le rattrapent avant qu'il ne tombe. Ils lui donnent des médicaments à boire avant de l'aider à retourner en ville. Ils demandent comment ils l'ont trouvé et ils expliquent que tout le monde en ville leur avait dit qu'ils se battaient seuls. Les sportifs avaient informé les filles plus tôt, alors elles ont transmis le message quand on leur a demandé. Ils retournent enfin en ville, où tout le monde est heureux de le voir. Les Karen s'excusent enfin auprès des nerds pour leur traitement antérieur, et Haru décide de profiter de l'occasion pour s'éclipser discrètement. Cependant, les filles le rattrapent, alors qu'il s'apprête à partir, avant de le traîner de force en ville, promettant de l'attacher s'il continue d'essayer de s'échapper. Cette nuit-là, Haru rêve d'un démon tapi au fond des donjons, sous la forme d'un squelette encapuchonné. Pire encore, il est enveloppé d'une aura sombre qui le rend encore plus terrifiant. Haru se réveille comme un écureuil confus, se demandant ce que le rêve signifiait, mais il hausse les épaules, comme le bonnet ignorant qu'il est, et part retrouver l'équipe des nerds. Ces gremlins à quatre yeux disent qu'ils partent en expédition dans un donjon pour trouver une compétence qui augmentera leur Reese et fera en sorte que les filles Krusty cessent de les ignorer. Haru leur dit qu'il ferait mieux de prendre rendez-vous pour une thérapie et une chirurgie plastique lourde. Les nerds répliquent, disant que même cela ne sauverait pas sa triste figure, puis s'éloignent en se dandinant comme des pingouins insultés. Pensant qu'il a eu sa dose de socialisation pour la semaine, Haru décide de se faufiler vers sa cabane forestière. Mais notre jeune homme, à l'esprit lent, oublie une fois de plus qu'il porte une cape d'invisibilité et se fait instantanément attraper par la déléguée de classe avant même d'avoir fait 2 pas. Elle a l'air plus énervée qu'une professeure après avoir corrigé votre projet de groupe. Elle n'est pas là pour plaisanter et lui dit que s'il tente à nouveau une mission en solo, elle lui arrachera personnellement ses bijoux de famille. Haru se rend immédiatement, tombant au sol comme une serviette mouillée, souhaitant affronter Tanaka plutôt que cette Karen de haut niveau. Honnêtement, elle lui a causé plus de traumatisme d'enfance que votre oncle bizarre à Noël. J'ai appris que les enfants sautèrent sur mes genoux, et j'ai adoré que les enfants sautent sur mes genoux. Après son départ, Haru réalise qu'il en a marre de toutes ces Karen qui s'en prennent à lui. Il décide de partir à la recherche des compétences que ces nerds cherchaient afin de se faire apprécier des méchants. Il sort de la ville, se dirigeant vers les donjons quand il tombe soudainement sur une armée d'orques. Mais Haru n'est pas effrayé par eux, en fait il les considère comme un échauffement. De retour en ville, Myrial se précipite à la taverne pour alerter les aventuriers. La nouvelle était parvenue à son père que la même horde d'orques se dirigeait vers le village. Elle dit aux aventuriers qu'ils avaient déjà détruit le village voisin et qu'ils étaient en route pour le leur. Les hommes se préparent au combat, mais la déléguée de classe, ne voulant pas être laissée de côté, propose de se joindre à eux.
Le maître de la guilde des aventuriers accepte son offre même si les filles sont réputées pour être totalement inutiles. Pendant ce temps, Haru déchire la horde d'orques comme moi à un buffet de mariage. Bien qu'ils reconnaissent qu'ils sont nombreux, mais qu'ils n'offrent pas beaucoup de résistance, il les écrase finalement tous, ne laissant que le roi orc debout. Haru l'attaque d'un seul coup, mais le monstre le dévie facilement. Notre jeune homme enchaîne ensuite avec une rafale de coups, faisant tomber le porc surdimensionné et le battant assez facilement. Il continue vers les donjons et s'y faufile en utilisant sa cape d'invisibilité. Il fouille les pièces des donjons jusqu'à ce qu'il tombe sur un coffre caché rempli d'objets. Cependant, en utilisant sa compétence d'évaluation, il est capable de dire qu'ils ont la même valeur que ce qu'il reste sur ma carte de débit. Il regrette de ne pas avoir amené un expert en armes au lieu de simplement se fier à ChatGPT comme certains d'entre vous, les perdants. Haru se souvient alors du type louche qui lui avait vendu des armes plus tôt, alors il retourne en ville pour lui demander de l'aide. Sur le chemin du retour, il fait déjà nuit. À sa grande surprise, il tombe sur les aventuriers et ses camarades de classe, postés à l'extérieur des murs de la ville, très bien armés. La déléguée de classe court vers lui et lui parle de la horde qui approche du village. Ces idiots étaient restés dehors toute la journée, à attendre des orques qui n'existaient même plus. La déléguée de classe demande où Haru était passé. Cependant, ce crétin n'a pas pu donner une bonne réponse, alors les filles se sont énervées contre lui. Les aventuriers lui demandent s'il a vu des orques sur son chemin. Haru comprend ce qui se passait et les informe qu'il avait vaincu les orques. Les membres de la guilde sont impressionnés, mais pas sa classe. Ils sont furieux que même après l'avoir réprimandé hier, il soit sorti et se soit attiré des ennuis. Myriel et le chef de la guilde le remercient d'avoir sauvé le village, mais le réprimandent aussi pour son imprudence. Ils expliquent que les monstres agissent de manière plus agressive ces derniers temps, un signe clair qu'une débandade de monstres pourrait être imminente. Haru accepte leurs conseils, mais n'a pas l'intention d'en tenir compte. À son avis, les adultes responsables n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Le lendemain matin, il va voir le maître d'armes qui ressemble à un Voldemort de Temu. Quand il arrive, Voldemort le supplie de partir avant qu'il ne ruine à nouveau sa marchandise. Haru lui dit qu'il n'est pas là pour faire des achats, mais qu'il pose plutôt des questions sur la compétence de favorabilité. Lord Voldemort, soulagé que Haru n'allait pas le dépouiller, lui parle de la compétence qui était en fait un anneau de phéromone. Haru s'enthousiasme et lui demande où il se trouvait. Valdi lui dit qu'il y a 100 étages, chacun d'eux avait des boss finaux maîtres d'étage et l'anneau se trouvait au 50e étage. De plus, la légende raconte que le donjon abrite un vieil empereur. Haru le remercie de son aide avant de partir réapprovisionner ses armes. Cependant, ils sont entendus par les nerds qui rapportent la situation à la déléguée de classe et aux filles. Elles jurent de l'empêcher d'entreprendre cette mission insensée. Alors que Haru est en route pour les donjons, les filles l'interceptent. Il nie être à la recherche de l'anneau de phéromone, affirmant qu'il cherche l'anneau de Salomon qui lui permettrait de parler aux animaux. Elle ne croit pas son histoire, alors il fonce devant elle et se dirige directement vers les donjons. Un garde essaie de les arrêter mais abandonne quand personne ne l'écoute. Il entre dans la grotte, sans se soucier des pièges puisque sa compétence de chance était au maximum. Il ne fait que quelques mètres avant de trébucher et de tomber à travers un mur fragile dans une fosse sombre. La déléguée de classe essaie de le rattraper mais manque sa main. Il tombe pendant une éternité jusqu'à ce que le sol s'assouplisse, le rendant rebondissant pour amortir sa chute. Il se lève pour explorer le donjon, utilisant son Google Maps Isekai pour voir la disposition du donjon. Il découvre que sa compétence de détection de pièges est activée, mais cela l'énerve car il était déjà tombé dans un piège avant qu'elle ne soit disponible. Néanmoins, il l'utilise pour vérifier les pièges dans le couloir où il se trouve, mais n'en trouve aucun. Cependant, il découvre qu'il n'y avait pas seulement 100 étages dans le donjon, mais aussi 100 étages plus profonds. Alors qu'il descend pour explorer ce nouveau niveau, l'air autour de lui s'épaissit de fumée toxique. Malgré cela, il parvient à traverser sans subir de dommages sérieux. Il arrive à la porte de l'étage et la pousse, mais il est immédiatement soufflé par une énorme rafale de vent puissant. Haru comprend que tout ce qui se trouvait derrière cette porte était extrêmement puissant. Effectivement, il l'ouvre et découvre le démon qu'il avait vu dans ses rêves plus tôt. Son aura est si forte que Haru peut à peine bouger. Il utilise sa compétence d'évaluation pour vérifier et, à son horreur, il découvre que c'est l'empereur du donjon, avec un niveau de puissance de 100. Aucune de ses compétences n'affiche de niveau car elles sont cachées à tout sort d'évaluation. Pire encore,
Haru découvre que c'est un hybride de plusieurs races puissantes, l'une d'elles étant le Lich. Ils étaient dits immunisés contre la magie à distance. Alors Haru a dû s'approcher et combattre, même pour la moindre chance. Il force le passage et se lance à grande vitesse, attaquant sous plusieurs angles, mais le Lich les dévie tous facilement. Utilisant la vitesse hypersonique, Haru augmente sa propre vitesse afin de contrer celle du squelette. Il tente une frappe, mais le démon la bloque facilement. Il va de plus en plus vite, essayant de frapper à chaque fois, mais sans succès. Soudain, il voit une vision du démon le poignardant à travers la poitrine. Au moment où la vision s'éclaircit, le démon tente de le poignarder avec son épée. Haru esquive cette attaque mais comprend que la vision lui a montré l'attaque avant même qu'elle ne se produise. Il remarque qu'il a acquis une compétence qui lui permet de voir l'avenir en suivant les mouvements erratiques du démon. Cependant, il décide qu'il doit maintenir l'attaque s'il veut avoir la moindre chance de survivre à cela. Les heures passent et Haru est épuisé, n'ayant toujours pas porté un seul coup. Pour une raison quelconque, la réalisation qu'il pourrait perdre ce combat l'excite. Il essaie de passer à l'attaque à nouveau mais s'effondre, trop fatigué pour se battre. Tous ces combats ont épuisé son mana et ses PV. Le démon s'approche de lui mais s'arrête, ne saisissant pas cette opportunité évidente de l'achever. Haru est surpris. Non seulement le démon ne l'attaque pas, mais il ne ressent aucune intention de tuer de sa part. Haru pense que c'est parce que le démon le sous-estime, le jugeant trop faible. Il se met en colère, se précipitant sur le démon qui esquive facilement son attaque et pointe son épée sur le cou de Haru. Haru demande pourquoi il n'essaie pas de le tuer, mais le démon reste silencieux. Haru comprend que le démon était en fait deux entités différentes. L'aura sombre faisait combattre le squelette contre sa volonté. Il utilise alors son bâton pour lancer une autre attaque, cette fois en essayant d'absorber les énergies sombres entourant le squelette. Cela fonctionne, et Haru parvient à l'absorber dans son bâton. Le squelette lâche son épée et sa garde instantanément. Haru lui demande s'il voulait être tué pour être libéré du démon. Le squelette reste silencieux, mais se rend à Haru. Alors que Haru l'observe, incertain de ce qu'il doit faire, l'aura sombre dans son bâton commence à s'échapper. Le MC comprend qu'elle essaie de se rattacher au squelette, mais au lieu de tuer le squelette, il se précipite et l'étreint. Il lui dit qu'il sait qu'il n'est qu'un solitaire comme lui et qu'il comprend sa douleur. Cela repousse l'aura sombre, mais active aussi le sort de servitude qui lie le squelette à Haru en tant que son maître. Haru demande s'il est en colère qu'il ait utilisé cette compétence par accident, et le squelette secoue la tête, disant non. Haru accepte sa soumission et lui serre la main. Il utilise évaluation pour vérifier ses statistiques, voyant qu'elles ont changé, mais remarquant aussi que son nom était Angelica. Il commence à paniquer car la déléguée de classe ne sera pas contente qu'il ait utilisé la servitude sur une fille. Cependant, il suppose que comme c'est un squelette, cela ne se remarquerait pas. Ils essayent de quitter l'étage et d'entrer dans un autre niveau. À cet étage, il voit un escalier menant au niveau supérieur. Avant qu'il ne puisse le monter, le maître de l'étage, un chevalier de niveau 100, entre dans la pièce, prêt à les affronter. Haru comprend qu'il n'a pas la force de le combattre et s'efforce de monter en brisant le plafond avec de la magie terrestre. Dès qu'il fait cela, le plafond s'effondre pour exposer les maîtres de l'étage. Deux minotaures de niveau 99, les regardant de haut, sautent et attaquent le chevalier, le tuant. Cependant, ils subissent beaucoup de dégâts pendant le combat. Haru parvient à les achever facilement, pillant même leurs gemmes. Il remarque qu'Angelica le regarde d'un air réprobateur, mais lui dit de ficher le camp car une victoire est une victoire. Le squelette regarde l'armure vide du chevalier et Haru lui demande si elle veut la porter. Et elle affirme, alors il lui permet de la mettre. Au début, elle est trop lourde, faisant presque plier ses os maigres. Cependant, elle parvient à utiliser la magie pour l'adapter à sa morphologie, donnant même à l'armure des courbes plus féminines. Ils continuent leur évasion jusqu'à atteindre l'étage supérieur. Haru sent un monstre, alors il utilise évaluation pour sonder les environs. Là, il découvre que le maître de l'étage est un Lich de niveau 98. C'est très mauvais car seules les attaques divines fonctionnent sur ces êtres. Les attaques physiques de Haru ne servent à rien. Il pense à s'échapper en faisant exploser le plafond, mais il se souvient que cela lui avait causé plus de problèmes auparavant et rejette rapidement l'idée. Balik attaque en premier, lui tirant dessus avec un rayon de lumière. Il l'esquive avant de l'éliminer avec la magie divine de son bois, quelque chose que vous devriez essayer avec votre petit ami. Ils arrivent à un étage avec une armée de mythes géante de niveau 97. Il utilise la magie du feu pour créer une boule de flamme qui les attire.
puis il agrandit l'orbe, les brûlant toutes. L'étage suivant contient un tas de chenilles qu'il vainc facilement, sans même transpirer. Puis un autre étage avec une créature bosse dont le corps n'est qu'un amas d'épées. Haru l'évalue et, à son grand agacement, découvre qu'elle est de niveau 100. Il se jette sur son point faible, mais il est choqué de voir à quel point le robot épée dévie facilement son coup. Haru est confus sur la manière d'attaquer, mais avant qu'il ne puisse trouver un moyen, l'une des petites épées que le monstre garde autour de lui attaque Haru comme si elle avait sa propre volonté. Haru bloque à peine l'attaque, luttant pour suivre le rythme. Il se souvient soudain qu'il a un empereur du donjon de niveau 100 à ses côtés. Il fait entrer Angelica, qui commence à accumuler des points d'aura pour effrayer le robot. Le robot, cependant, décide de répondre aura pour aura, changeant son style d'attaque et brillant d'un rouge éclatant. Cependant, Angelica n'est pas là pour le laisser jouer avec elle. Alors elle se jette sur lui de front et le coupe absolument en deux. Haru est choqué qu'elle puisse le battre si facilement, même après avoir été affaibli. Il remercie sa chance qu'elle soit son alliée et non à ses trousses. Pendant ce temps, les camarades de classe de Haru, les nerds et les filles, se font corriger par un cyclope géant qu'ils avaient retrouvé. Ils essaient de tenir bon, mais il s'avère que sans Haru, ils étaient plutôt inutiles. Les nerds décident d'utiliser plus de 10% de leur cerveau pour une fois et élaborent un plan pour éviter de finir en lasagne. L'un d'eux, Kakazaki, saute dessus pour le distraire pendant que les autres préparent une explosion d'énergie. Le cyclope, avec son minuscule rapport cerveau-crâne, mord à l'hameçon, le balayant comme un moustique. Cependant, alors que Kakazaki tombe au sol, il sourit réalisant que le plan avait fonctionné. L'une des filles, Oda, avait réussi à charger l'explosion et à frapper le cyclope dans son œil unique, l'assommant. La classe célèbre sa survie, mais la déléguée sait qu'ils doivent retrouver Haru très vite, sinon c'est la fin pour eux. Pendant ce temps, alors que Haru et Angelica montent les étages, tout le donjon commence à trembler sous la charge monstrueuse des créatures. Un garde posté à l'extérieur du donjon est alerté par des hordes de rats qui courent à toute vitesse devant lui. Surpris, il se retourne et, à son grand effroi, aperçoit un groupe de monstres gélatineux qui s'approchent dangereusement de lui. Il panique complètement et s'enfuit à toutes jambes comme un lâche. Le garde retourne en ville et alerte la guilde des aventuriers que la débandade des monstres a bel et bien commencé. Pour trouver un moyen de les arrêter, le maître de guilde déterre un ancien document concernant ce donjon. Le document explique que le donjon lui-même est une entité vivante et qu'il ne cesse de s'étendre. Chaque fois qu'il atteint son dernier étage, tous les monstres qu'il contient se déversent et provoquent une débandade générale. La seule façon d'arrêter cela est de tuer le boss du dernier étage. Il se demande qui pourrait bien accomplir une telle tâche, et Myriel envisage Haru comme un candidat potentiel, mais elle chasse rapidement cette idée de son esprit. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, la terre commence à trembler violemment, signe que les monstres étaient tout proches. Le maître de guilde annule la réunion et leur ordonne d'évacuer les civils pendant qu'ils se préparent à l'assaut imminent. De retour dans le donjon, Harry et Angelica continuent de monter les étages, sans relâche. Ils découvrent un groupe de griffons qui volent dans l'un des étages. Haru les tue en leur donnant du poisson empoisonné, ce qui les fait tomber raides morts au sol. Pendant ce temps, ses camarades de classe continuent de le chercher jusqu'à ce qu'il tombe sur une meute massive de loups-garous. De retour en ville, les aventuriers se reposent après avoir vaincu la première vague de monstres. En attendant la prochaine vague, l'un d'eux rappelle que les étudiants se trouvaient toujours dans les profondeurs du donjon. Le maître de guilde suggère que même si les autres sont inutiles, Haru pourrait être capable de vaincre le boss du dernier étage. Il décide d'envoyer Myriel dans les donjons pour informer Haru de ce plan crucial. Elle est effrayée, mais le maître de guilde envoie l'un des aventuriers pour l'escorter. Myriel hésite encore. Cependant, la vue des aventuriers blessés autour d'elle la pousse à accepter cette mission. Dans le donjon, Haru découvre un étage entièrement recouvert d'eau et d'étranges tourbillons. Pire encore, l'eau est infestée de piranhas de niveau 81. Haru sait qu'il doit utiliser sa compétence rapidement s'il ne veut pas finir en nourriture pour poissons. Il utilise la magie pour geler l'eau et transforme les poissons en brochettes glacées. Cependant, alors que lui et Angelica traversent par l'étage en sautillant, ils sont confrontés au boss de ce niveau. Il les attaque avec une vague gigantesque, projetant Haru violemment dans l'eau, mais il s'échappe en créant une planche de surf grâce à la magie de la terre et en surfant hors de l'eau. Sautant en l'air, il frappe la tête du poisson avec son bâton, l'assommant sur le cou. Il continue à travers les étages, Haru collectant des objets spéciaux pour une raison inconnue. Il trouve un anneau de pèlerin qui apporte le bonheur et protège de la malchance, un bracelet béni à usage unique et une boule de nécromancie. Au moment où il sort du 76e étage, il a déjà collecté une bonne poignée d'objets précieux.
Il pense à les vendre pour de l'argent, mais décide finalement de tout donner à Angelica. Elle refuse, mais Haru insiste pour qu'elle les prenne afin de trouver son propre bonheur. Elle accepte donc, et leur pouvoir commence immédiatement à agir sur elle, la transformant. Haru s'éloigne pour poursuivre son exploration, sans remarquer qu'Angelica avait complètement changé. Elle retire son casque pour révéler qu'elle n'est plus un squelette, mais une véritable humaine à présent. Elle remet son casque et se lance à la poursuite de Haru. De retour au 54e étage, les étudiants éliminent avec succès les loups-garous, mais sont épuisés par cet effort considérable. Alors qu'ils se préparent à poursuivre la recherche de Haru, ils entendent des pas s'approcher d'eux. Ils pensent être attaqués par d'autres loups-garous, mais il s'avère que ce sont Myriel et le garde. Quand ils racontent à Myriel comment ils ont été séparés de Haru, elle s'effondre complètement, submergée par l'émotion. La déléguée de classe la console et lui assure que Haru retrouvera le chemin vers eux sans aucun doute. Pendant ce temps, au 74e étage, Haru et Angelica découvrent un lac qui ressemble étrangement à de la lave en fusion. Ils tentent de traverser, mais la chaleur intense le transforme presque en lardon grillé. Angelica le rattrape dans sa chute et le fait se reposer dans un coin. En cherchant un moyen de retrouver son endurance, il découvre un trou dans le mur d'où s'échappe un air frais et bienfaisant. Il passe sa tête dans le trou pour se rafraîchir en utilisant la magie du vent. Alors qu'il gémit de soulagement, la brise porte sa voix à travers le trou qui se connecte au 54e étage. La déléguée de classe entend sa voix et l'appelle avec enthousiasme par l'extrémité du trou, depuis son propre étage. Haru comprend que c'était le trou d'où il était tombé et leur demande une corde pour remonter, mais ils n'en ont pas. Il promet de les retrouver bientôt, mais il l'informe de la débandade et de la nécessité qu'ils vainquent le boss final pour sauver la ville. Haru comprend qu'ils font référence à Angelica et les informe qu'il l'a déjà vaincue. La classe se demande comment il est possible que les monstres continuent d'apparaître s'il les a déjà tous vaincus. Le garde demande à Haru s'il a réellement tué le boss, car la débandade ne s'arrêtera pas tant que le boss du donjon ne sera pas mort. Haru ne l'a pas fait, car il avait déjà noué un lien fort avec Angelica et n'allait pas la tuer juste pour sauver la ville. Il leur dit alors qu'il n'a pas tué le boss. Le garde insiste sur le fait que la seule façon d'arrêter la débandade est la mort du boss du donjon, mais Haru l'ignore complètement. Il dit à Angelica qu'il aura besoin de son aide et annonce à ses camarades de classe qu'il trouvera un moyen d'arrêter cette débandade. La déléguée de classe lui demande s'il a un plan et Haru lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle le croit, ce qui choque Myriel. La déléguée défend Haru, rappelant à la classe qu'il ne les a jamais déçus, même lorsque tout espoir semblait perdu. Haru entend ces paroles et cela renforce sa détermination, alors qu'il jure de sauver les habitants de la ville et Angelica, quoi qu'il arrive. Haru traverse rapidement le reste des étages du donjon, transformant les hommes lézards du 73e étage en sculptures de glace et brûlant les scorpions du 72e étage avec sa magie de feu. Au 70e étage, il rencontre un chien géant à 2 têtes. Haru lance une potion magique sur son visage, bloquant son odorat et le distrayant complètement. Angelica profite de cette diversion et attaque, coupant le chien en 2 d'un seul coup. Après l'avoir vaincu, Haru décide de trier les objets qu'il a collectés jusqu'à présent sur les monstres abattus. Angelica lui demande de se reposer, mais il explique qu'il ne peut pas s'arrêter une seule seconde, car les habitants de la ville comptaient entièrement sur lui. Il se dirige vers le 69e étage, qui ressemble à une forêt luxuriante. En le traversant, il rencontre le boss de l'étage, un hibou hypnotiseur. Haru est confiant que les pouvoirs du hibou ne l'affecteront pas grâce à ses compétences d'annulation de magie. Malheureusement, il est si fatigué que dès que le hibou ulule, la compétence ne s'active pas et il s'effondre comme un étudiant ivre. L'instant d'après, ce crétin se réveille, porté par Angelica comme un prince de Disney, et il la remercie de l'avoir sauvé une fois de plus. Ils atteignent enfin le 59e étage. Haru la remercie discrètement de l'avoir porté jusqu'ici, mais remarque rapidement que quelque chose ne va pas du tout. L'étage entier commence à s'effondrer sous leurs pieds, menaçant de les engloutir. Alors qu'il commence à la prévenir d'être prudente, il sent une présence familière au-dessus d'eux. Ce sont ses camarades de classe. Ils ont été complètement vaincus par le Sphinx et sont maintenant entièrement à sa merci, sans défense. La déléguée de classe est assise, immobile au centre de la pièce, épuisée et incapable de poursuivre le combat. Le Sphinx la cible et se prépare à frapper. Avant que le coup ne puisse atteindre sa cible, Haru bondit vers le haut et atterrit en plein sur le dos du Sphinx. Il enfonce son bâton en elle, perturbant la magie qui soutient son immortalité. Son invincibilité brisée, Angelica, qui se trouve juste derrière lui, exécute l'opération sourire de crocodile en séparant la tête du Sphinx de son corps d'un seul coup net et précis. Le reste de la classe observe en silence, stupéfait, avant de se précipiter, visiblement soulagé que Haru soit arrivé juste à temps.
Alors qu'ils se rassemblent autour de lui, ils l'interrogent sur le chevalier en armure qui combattait à ses côtés. Haru commence à expliquer, mais l'étage sous ses pieds s'effondre sans le moindre avertissement. Il réagit rapidement et saute hors du trou juste à temps, minimisant l'incident en disant aux autres qu'il a récemment acquis de nouvelles compétences, lui permettant de détecter l'instabilité structurelle. Mais avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, la section suivante de l'étage cède à nouveau sous ses pieds. Cette fois, il est pris au dépourvu. Il commence à tomber, mais la déléguée de classe sprinte en avant et attrape sa main fermement. Elle le tire ensuite vers le haut avec l'aide des garçons. Sans temps pour récupérer, le donjon s'ouvre et les monstres se déversent vers la surface. Haru dit au groupe qu'il a un plan et qu'Angelica est la clé pour arrêter cette invasion massive. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage, le garde l'interrompt, les avertissant qu'ils doivent retourner en ville immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Il suggère d'utiliser un portail de téléportation. Haru est stupéfait car il ignorait même l'existence d'un tel portail. Le garde clarifie que, puisque Haru avait gravi le donjon depuis le bas, le portail était resté verrouillé jusqu'à présent. Haru et ses camarades de classe ont réussi à retourner en ville juste avant l'arrivée de la horde. Mais même cela n'empêche pas les hordes massives de se déplacer malgré tout. Les aventuriers qui défendent la ville sont sous le choc, voyant la horde approcher de leur position. Même le maître de guilde est sur le point de perdre le contrôle de sa vessie, tellement il est terrifié. La terre gronde alors que la horde gigantesque se rapproche inexorablement. Tout espoir semble perdu. Haru fait un signe à Angelica et elle lui fait un signe de tête en retour. Elle tire son épée, la fracasse dans le sol et crée un puissant courant électrique. Haru l'observe, émerveillé par sa puissance incroyable. Ce courant s'étend rapidement, couvrant toute la zone et réduisant les monstres en poussière. Quand les monstres ont disparu, Haru s'approche et donne un fist bump à Angelica, tandis que les habitants de la ville poussent tous un soupir de soulagement et d'incrédulité. Personne d'autre ne comprend ce qui vient de se passer, bon sang. Pour dissiper la confusion, la déléguée de classe demande à Haru si c'était son pouvoir. Il fait de l'humble brag et leur dit que c'est en fait son pouvoir à elle. L'un des intellos comprend qu'elle est l'impératrice du donjon, ce qui effraie les habitants de la ville. Haru les calme en expliquant comment Angelica lui a sauvé la vie à de multiples reprises dans le donjon. Les aventuriers le croient, mais l'intello n'est pas convaincu par son explication. Il demande pourquoi la débandade a quand même eu lieu si elle était si puissante, même plus puissante que les boss d'étage. Haru le traite de Monsieur Je sais tout, mais leur explique qu'après l'avoir placé sous servitude, son niveau a diminué pour une raison inconnue. Même avec cela, elle a toujours le pouvoir de vaincre n'importe quel monstre instantanément. Bien qu'elle n'ait manifesté cette capacité qu'à l'intérieur du donjon, il a supposé qu'elle serait toujours capable de le faire s'il s'approchait des monstres en débandade à l'extérieur. Les filles demandent ce qu'il est advenu des monstres qui avaient été réduits en poussière. Haru répond qu'Angelica les a simplement renvoyés définitivement dans le donjon, ce qui signifie que la ville était désormais en sécurité. Ils retournent en ville et Haru organise une grande fête, invitant tous ses camarades de classe. Il les informe qu'il distribue les objets rares qu'il a pillés dans le donjon lors d'une vente aux enchères improvisée. Les filles deviennent folles et assomment complètement les garçons, s'emparant de tout pour elles-mêmes. Heureusement, Haru est préparé à cela et donne aux garçons des objets qu'il avait mis de côté, spécialement pour eux. Tout le monde reçoit quelque chose, ce qui rend Haru heureux d'avoir pu leur faciliter la vie. Néanmoins, il s'inquiète pour Angelica, qui se tient dans un coin, à l'écart. Il semble qu'elle soit une autre solitaire, incapable de s'intégrer. Haru est en train de compter l'argent qu'il a gagné en vendant les objets de butin à ses camarades de classe lorsque la déléguée de classe entre dans la pièce. Il essaie de cacher sa fortune à la hâte, comme un adolescent regardant des choses interdites, mais elle ne le remarque pas, le remerciant plutôt d'avoir offert ses objets à la classe. Angelica entre et elle la remercie également. Elle lui demande ensuite de la présenter correctement à Angelica, ce qu'il fait, mais la déléguée devient curieuse de savoir comment il a pu convaincre un être aussi puissant de l'apprécier. Elle lui demande s'il a utilisé l'anneau de phéromone, mais il affirme ne l'avoir jamais trouvé. Elle remarque son attitude suspecte et lui demande comment il a fait sans l'anneau. Haru lui dit nerveusement qu'il a accidentellement utilisé la servitude. Elle lui crie dessus pour avoir utilisé cette compétence et éloigne Angelica de lui afin qu'elle puisse créer des liens avec les filles. Haru craint que les enfants de sa classe ne soient trop déjantés pour qu'Angelica puisse les gérer. Il pense qu'elle est peut-être capable de vaincre une horde de monstres, mais rien n'était plus effrayant qu'une bande d'adolescents complètement fêlés. La déléguée de classe emmène Angelica dans le repère des filles et elles commencent à l'interroger comme si elle était Grok. Elle utilise le langage des signes pour leur dire qu'elle est une jeune fille de 17 ans. Cela les excite et elle commence à la bombarder d'encore plus de questions. Angelica est rapidement submergée, mais la déléguée de classe la calme et lui demande de prendre les choses doucement.
Les filles l'emmènent ensuite dans une belle salle de bain luxueuse pour l'aider à se nettoyer et se rafraîchir. En retirant son armure, elles sont choquées de découvrir une magnifique blonde fatale qui pourrait vous emmener au 7e ciel, contrastant totalement avec la description de squelette que Haru avait donnée. Pendant ce temps, Haru a enfin l'occasion de se reposer après son aventure dans le donjon. Il vérifie ses statistiques, notant qu'un grand nombre d'entre elles ont augmenté considérablement. Grâce à cela, il considère son voyage dans les donjons comme un succès, même s'il n'a pas obtenu l'anneau de phéromone. Avant de s'endormir, il reconnaît qu'il n'aurait pas pu sauver la ville sans Angelica. Le lendemain matin, il décide de retourner dans la forêt. Il trouve la déléguée de classe et Angelica en train de prendre leur petit déjeuner à la taverne et expose son plan à la déléguée. Elle accepte, à condition qu'il promette de revenir après, bien sûr. Il pense à laisser Angelica derrière avec les autres, mais craint qu'elle ne se sente seule. Alors il lui demande si elle veut venir et elle affirme. Cependant, la déléguée de classe panique complètement. Elle ne veut pas que Haru apprenne la vérité sur le fait qu'Angelica a un corps. Elle l'arrête et exige de savoir pourquoi il l'emmène. Haru demande quel est le problème et reconnaît qu'elle ne sait même pas si elle protège Angelica ou si elle est simplement jalouse. Alors elle les laisse partir, mais fait promettre à Haru de bien traiter sa nouvelle waifu. Ils arrivent dans la forêt et Haru décide de tester sa nouvelle compétence, la phase, qui le rend extrêmement rapide et agile. Il l'active avec succès, mais après avoir couru quelques mètres, il perd l'équilibre et glisse d'une falaise. Heureusement, il parvient à atterrir sans trop de mal. Pendant ce temps, Angelica, qui court juste derrière lui, glisse sur un champignon et tombe de la falaise. Haru parvient à la rattraper, mais elle est très embarrassée. Ils arrivent à sa caverne d'hommes et il saute instantanément dans son jacuzzi pour prendre un bain relaxant. Tout en profitant de l'eau chaude qui lave son corps de forme ananas, il plaisante en disant qu'Angelica peut le rejoindre, pensant qu'elle était toujours un squelette. Malheureusement pour lui, sa compétence de servitude rend ses ordres impossibles à refuser pour elle, alors elle se déshabille complètement. Il est choqué de voir une belle jeune fille à peine vêtue entrer dans sa salle de bain, mais comprend rapidement qu'il s'agit d'Angelica. Il l'emmène dans sa chambre pour parler et découvre qu'elle ne peut pas encore prononcer de mots, ayant été un squelette pendant trop longtemps. Néanmoins, elle utilise le langage des signes pour expliquer ce qui s'est passé. Quand elle a porté l'armure du chevalier, celle-ci a reproduit sa chair perdue sur son squelette pour qu'elle puisse s'y adapter. Le bracelet béni qu'il lui a donné a retiré la malédiction qui faisait coller l'armure à sa peau, tandis que l'orbe du nécromancien l'a ramené à la vie. L'anneau du pèlerin a maximisé sa chance et a entièrement restauré sa vie. Puisque ces cadeaux l'ont pratiquement ressuscité, Haru suppose qu'elle reste avec lui pour lui montrer sa gratitude. Il lui dit qu'elle est libre de partir, car elle n'a plus besoin de le remercier. Cependant, elle le serre plus fort et refuse en larmes. C'est alors qu'il comprend qu'elle est simplement solitaire. Alors il lui parle sans arrêt toute la nuit. Un certain temps passe et elle se sent suffisamment à l'aise pour que Haru la convainque de s'entraîner avec lui. Elle accepte, mais elle le tabasse sans pitié toute la journée. Au final, il est tellement amoché par Angelica qu'il commence à envisager une retraite anticipée. Après l'entraînement, il pêche du poisson pour le dîner bien mérité. Haru doit leur préparer à tous les deux un grand hot pot de poisson, car il était maintenant clairement son esclave. Après le repas, elle essaie de montrer sa gratitude en lui offrant un massage corporel complet, mais elle s'y prend très mal, malheureusement. Il avait l'impression d'avoir été piétiné par un millier d'orques, mais il garde le silence, ne voulant pas la faire se sentir mal. Ensuite, il l'emmène dehors pour observer les étoiles sous le ciel nocturne. Il s'assoit sur un banc et il remarque qu'elle est un peu nerveuse, assise loin de lui. Il essaie de la mettre plus à l'aise en lui tapotant la tête, mais elle rougit encore plus et s'éloigne, gênée. Elle tente ensuite de dire merci, mais elle ne parvient pas à former les mots. Haru l'informe de ne pas s'en faire, car il voit bien qu'elle essaie. Il lui propose ensuite de la ramener en ville, et elle accepte avec un sourire. Le lendemain, ils reprennent le chemin du retour, mais comme le temps est capricieux, il commence à pleuvoir très fort. Haru lui prend la main et court. Ils arrivent en ville, toujours main dans la main, et boum, explosion sociale digne d'un animé. Les filles se ruent sur Angelica, et les garçons foncent sur Haru. Les gars, étant la bande de gremlins puceaux qu'ils sont, commencent à le taquiner pour avoir une petite amie. Haru, déjà fatigué de leur énergie de loser, les repousse sans ménagement. Angelica s'approche et essaie de parler. C'est un effort difficile, mais elle persévère. Haru lui dit que tout va bien. Alors qu'il se tourne pour partir, elle l'appelle. Il s'arrête, choqué par ce son. Puis elle le remercie et retourne auprès des filles. Haru reste là, souriant comme un père fier. Il réalise que même s'ils sont tous amis, chacun mène ses propres batailles intérieures en silence. Et sur ce moine raté indésirable s'éloigne. La paix dans le cœur et probablement des douleurs au dos après s'être fait tabasser
par sa propre waifu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la toute fin, vous êtes une légende absolue. Pour dérouter les faux fans, écrivez Hells Angel dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Dites-nous aussi votre anime préféré ci-dessous. On pourrait bien le critiquer, je veux dire, le récapituler la prochaine fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez géniaux, restez Anageek.